Et il y a du monde encore ce matin pour le 3e congrès du parti de gauche qui tient meeting. Je vous demande d'accueillir chaleureusement le coprésident du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Je vous en prie, installez-vous confortablement. Ça va prendre quelques instants quand même. Mes premiers mots seront pour saluer ceux qui viennent de nous rejoindre après que le congrès du parti de gauche ait été clos par l'intervention de Martine Billard il y a quelques instants et qui nous rejoignent pour participer à un moment public de l'action de ce parti et du front de gauche auquel il prend sa place. Je salue également les téléspectateurs, ceux qui nous suivent actuellement et des fois fidèlement depuis 2 jours sur le réseau Internet grâce à la diffusion que nous faisons, mais aussi ceux qui nous ont rejoints puisque la chaîne parlementaire et iTélé nous font les deux l'honneur de diffuser le discours que je suis en train de prononcer, tant et si bien qu'à l'heure à laquelle nous exprimons, c'est devant plusieurs centaines de milliers de personnes que je le fais. C'est donc à eux et à vous, chers amis, qui nous avez rejoints, que je dois les premiers mots qui résument ce que nous avons fait. Nous avons tenu le 3e congrès d'un petit parti, courageux, entreprenant, dynamique, qui tire de sa petite taille les avantages qu'il en résulte souvent. Beaucoup d'audace, beaucoup d'esprit d'allant et parfois le sentiment qui peut conduire à faire des fautes, mais le sentiment qui fait qu'on arrive si bien à vivre, qui est que tout est à notre portée. Que s'il le faut, nous viderons la mer avec les mains, que nous creuserons les montagnes avec nos doigts. C'est excessif, mais ça aide à se lever. Non, nous n'avons pas passé 3 jours à nous épier, à nous répartir des baronnies et des féodalités à venir, avec les avantages qui en résultent pour les uns ou pour les autres. Nous n'avons pas pensé à nous. Nous ne nous sommes pas posé des questions à notre sujet. Nous ne nous sommes même pas seulement posé des questions à propos des Français, ni même à propos de l'Europe. Nous nous sommes positionnés, installés d'abord comme ce que nous sommes, par-delà toutes les différences de sexe, de genre, de couleur de peau et de religion, comme êtres humains. Nous avons voulu assumer d'abord la responsabilité intime qui nous lie à l'humanité universelle tout entière. Et c'est pourquoi le principal acquis de ce petit parti, qui a tant fait au cours des derniers mois, si bien que depuis 3 ans, il a l'impression de vivre au galop en permanence, dont les dirigeants, les cadres intermédiaires, tous ceux qui ici et là animent soit les structures du parti, du front de gauche, soit cumulent cette tâche avec celle de leur engagement syndical, toujours insuffisant, il faut se syndiquer, avec leur engagement associatif. D'où vient cette force qui nous anime, sinon du fait
que tous les objectifs que nous nous sommes donnés jusqu'à présent, nous les avons atteints. Nous avions prévu de constituer un parti crédible. Il existe. Nous avions prévu de nous rassembler dans un vaste mouvement international, et notamment avec nos frères et sœurs d'Amérique latine. Cette jonction a été opérée. Nous nous étions donnés pour objectif de battre en France, 5e puissance industrielle du monde, une ligne politique que portait Nicolas Sarkozy, dont nous avons fait, nous, un adversaire politique et non pas personnel. C'est une ligne que nous avons combattue et personne ne nous distraira de ce fait que nous ne lui faisions pas la guerre à lui en tant que personne, parce que lui assumait ses idées. Nous lui faisions la guerre à sa politique. Et si je dis qu'on ne nous distraira pas de cette réalité, c'est parce qu'il ne suffit pas que l'on nous ait changé le locataire pour qu'on croie qu'on nous ait changé la politique. Petit parti qui a mené un combat si dense et qui a eu pour finir l'honneur immense que ce soit dans ses rangs que le Front de gauche ait décidé de venir chercher son candidat commun à l'élection présidentielle qui a permis de faire revenir sur la scène le courant politique du républicanisme révolutionnaire, socialiste et écologiste. Nous avons conclu en adoptant ce premier manifeste de l'écosocialisme. En dépit de toutes les tâches qu'il fallait accomplir, nous avons aussi pris le temps de ce travail intellectuel qui, parce qu'il trace une ligne d'horizon, donne du sens à chacun de nos combats particuliers, situe sa place par rapport à l'objectif qui est visé et qui sera atteint. L'écosocialisme tire le meilleur du passé de l'histoire progressiste et fait un bilan honnête de ce qui, dans cette histoire, ne doit pas être prolongé. L'écosocialisme est un modèle global et nous demandons aux autres de nous rendre des comptes sur leur modèle global. Aux néolibéraux, l'état du monde n'est pas un état de nature, c'est l'état qui résulte de l'application d'un modèle, le néolibéralisme, la finance libre, le marché partout, la compétition libre et non faussée qui ne sont que des inventions humaines. Camarades, cette prise de distance et cette dénonciation que nous faisons du libéralisme comme un danger économique puisqu'il conduit la masse humaine à une pauvresse toujours plus grande, et à commencer par ce pays où, comme vous le savez, nous battons le record d'Europe du nombre des millionnaires en dollars, en même temps que la patrie n'a jamais été aussi riche et que jamais nous n'avons eu autant de pauvres, 8 millions de pauvres dans la 5e puissance du monde. Il faut connaître chaque jour le déshonneur qu'est pour un être humain de regarder son semblable couché à terre, dormir dans le froid sur les bouches de métro et ne pas leur tendre la main secourable qu'il faudrait tendre sans cesse, qu'il faut vivre sans cesse, cette abjection quotidienne d'un système qui nous rend tous mauvais. Pour comprendre pourquoi l'écosocialisme est non seulement un projet politique, mais un acte de conversion individuelle à une autre manière de vivre, à une autre culture du rapport aux autres. L'écosocialisme nous permet de nous penser d'abord comme êtres humains, faisant le tri entre les doctrines. Oui, nous savons que le développement illimité des forces productives n'est plus l'horizon du socialisme. Il ne suffit pas de dire qu'on va produire toujours plus, parce qu'on sait qu'en produisant toujours plus, alors on ne fait qu'augmenter la masse des frustrations. Il faut produire à bon escient, de bonne manière, sobrement, en mettant au centre de la vie, non pas le posséder, mais l'être. La civilisation humaine est mise en danger par deux fléaux. Le premier est cet absurde système néolibéral dont nous savons bien qu'il a perdu aujourd'hui sa légitimité aux yeux de tous ceux qui, pendant un temps, ont cru que c'était là que se trouvait le principal moteur de l'activité humaine. Ce néolibéralisme, c'est la forme actuelle d'un régime qui a un nom et qui s'appelle le capitalisme. Nous discernons dans chacun des actes de l'instant la trame profonde du mécanisme capitaliste, d'accumulation sans fin,
dans tous les domaines, de marchandisation sans limite. Parce qu'il est une rupture avec le capitalisme. L'écosocialisme perçoit que sa racine est le productivisme et qu'à côté des dangers que crée la finance sans limite, il y a les dangers que crée le productivisme sans limite. Et je vais vous dire ce que nous sentons tous dans notre cœur. Mes amis, du libéralisme, nous nous relèverons. L'histoire humaine est ainsi faite que maintes fois elle s'est engagée dans des impasses dont elle est ressortie ensuite parce que son esprit critique, sa réflexion et l'action des premières lignes des plus courageux a permis de trouver une issue. Mais des dégâts du productivisme, il n'est pas assuré que l'humanité puisse s'en sortir, en tout cas celle que nous connaissons. Le productivisme annonce un danger mortel pour notre planète. Et quand ce défi nous est lancé, quand je regarde d'un côté les dégâts que provoque la combinaison d'un système fou d'accumulation et d'une pensée sur le réel ou produire davantage n'importe quoi, n'importe comment, en espérant le vendre d'autant plus chaque jour qu'on en aura créé la frustration par la publicité et le mensonge. Quand je vois les dégâts que provoque ce système qui, en rendant l'argent libre, a permis que toutes les digues sautent, que toutes les combinaisons soient possibles, et en particulier l'immense circulation de l'argent dont on ne sait plus lequel est sale, lequel est légitime, lequel est régulier, lequel est usurpateur, au point qu'à côté des dévastations qu'opère le partage inégal entre riches et pauvres, les pauvres étant plus nombreux dans nos sociétés avancées, en même temps se répand le crime organisé autour de ces circulations d'argent, qui commence par les abjects trafics de la drogue et des êtres humains, dont les conséquences qui hier dévastaient le continent nord-américain puis sud-américain, martyrisant des peuples entiers, je pense à cet instant à l'état d'insécurité qui règne dans le pays mexicain, si cher à notre cœur, où 96 000 personnes sont mortes en 6 ans du fait de l'activité des guerres privées des narcotrafiquants qui ont passé les frontières. C'est eux et leur argent sale qui viennent déguiser dans certaines régions du monde, prenant les oripeaux de la religion pour faire oublier que tel ou tel de ces prétendus guerriers sont d'abord, comme au Mali, des trafiquants de drogue et de cigarettes, avant d'être les croyants de quelque religion que ce soit, voyous, meurtriers, assassins. Cela aussi qu'on retrouve à l'œuvre dans telle ou telle des grandes villes de France, et qui est la racine de l'insécurité. Non, ça n'est pas le pauvre diable Rome. Non, ça n'est pas celui-ci ou celle-là qui n'a pas la bonne couleur de peau ou la bonne religion d'après les puissants qui sont responsables de ces désordres immenses et de ces souffrances sans fin. L'ennemi, oui, c'est le banquier, c'est la finance, c'est la circulation infinie de cet argent dont les frontières s'effacent, non seulement dans les comptes en banque des paradis fiscaux, y compris ceux qui sont au cœur de l'Europe, frontières qui s'effacent ensuite jusque dans la vie des gens, qui fait que telle élite ne comprend pas qu'on demande des comptes et qu'on trouve suspect l'ouverture de comptes bancaires ici ou là ailleurs dans un autre pays. Ils ne sont même plus conscients de la gravité de ce qu'ils font parce que ça leur paraît être l'ordre naturel et évident des choses. Voilà contre quoi nous luttons.